L'idéal, ça serait d'avoir le système qui coûte le moins cher en ressources et en énergie et qui consomme le moins et qui apporte le plus grand confort. L'idéal, ça serait d'avoir le système qui coûte le moins cher en ressources et en énergie et qui consomme le moins et qui apporte le plus grand confort. Sauf que ça, c'est la perfection absolue, mais rien n'est parfait. Et donc, on a forcément... alors, aujourd'hui, je vais l'approcher différemment. Aujourd'hui, on est obnubilé par la consommation. On nous dit qu'il faut qu'une maison soit à moins de 50 kWh mètre carré habitable à l'année, par exemple. Voilà, c'est une cible. On nous dit qu'il faut qu'elle soit à énergie positive, c'est-à-dire qu'elle consomme moins que ce qu'elle produit. On nous dit il va falloir qu'elle soit RE 2020, je sais, bon, on ne va pas rentrer dans le détail de la RE 2020, etc. C'est la future législation. Mais donc, à chaque fois, on est obnubilé par son niveau de consommation. Mais on ne tient jamais compte de ce qui est nécessaire pour arriver à ce niveau de consommation en termes d'équipements à installer, donc de ressources consommées, lesquelles ont généré des émissions de gaz à effet de serre, et donc on ne tient pas compte de ça. Et à un moment donné, pour aller au bout du raisonnement, si pour consommer, je consomme 50 kWh mètre carré habitable à l'année, et je veux descendre à 20. Ok, il me faut améliorer un peu mon habitat. Je vais donc avoir besoin d'isoler un peu plus, de gérer un peu plus, de façon un peu plus fine, d'étanchéifier un peu mieux, etc. Voilà, je vais avoir des actions à mener qui vont nécessiter des ressources en matières premières, en équipement, en installation, et qui vont générer des consommations de ressources et des émissions de gaz à effet de serre. Et est-ce que ces ressources et ces émissions de gaz à effet de serre, pour installer mes systèmes qui ont une durée de vie statistique de 20 ans, par exemple, est-ce qu'ils sont amortissables en moins de 20 ans? Si oui, peut-être ça vaut la peine. S'ils sont amortissables en 19 ans, il faut se poser la question quand même. Hein. Il y aura une année de rendement. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Si c'est amortissable en 5 ans, oui, bien sûr. Mais si c'est amortissable en 30 ans, et qu'au bout de 20 ans, mon système est mort, il ne faut surtout pas le faire. Parce que j'aurais effectivement mis ma maison dans une situation de moins consommer pendant 20 ans, mais je n'aurais pas suffisamment économisé pour amortir toute la dépense de ressources et d'énergie qui aura été nécessaire pour arriver au résultat donné. Ciblé, pardon. Et donc, il faut trouver un juste équilibre, mettre le curseur entre ce qui est nécessaire pour les ressources, pour les travaux, et ce que ça va générer comme économie. Pour moi, une maison, elle doit d'abord relever du bon sens, et le bon sens, c'est retrouver de la logique, une pertinence par rapport aux matériaux qu'on va utiliser. Est-ce qu'on est dans le local? Pas dans le local. Est-ce qu'on est dans le renouvelable? Pas dans le renouvelable. Est-ce que l'impact en fin de vie va être supérieur, etc. Les outils qu'on va avoir, on sait aujourd'hui calculer combien on va avoir de ressources consommées, d'énergie consommée pour faire les travaux, pour les réaliser. Ça, on sait le faire. Et j'ai donné tout à l'heure une approche plus simpliste, c'est que le coût est intimement lié, il y a une corrélation très étroite entre le coût, les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Et le coût, on est tous capables d'apprécier ce qu'on dépense et ce qu'on économise. Ça, on est tous à peu près capables de le faire. Donc, je vois par exemple des gens qui viennent me consulter, qui me posent des questions dans les commentaires des articles, etc. Je me pose des questions pour isoler sous la dalle de ma maison. J'ai une maison sur vide sanitaire, sur garage ou je ne sais pas quoi. J'ai déjà tout fait bien par ailleurs. Bon, reste à analyser si ça a été tout fait bien, je ne sais pas, mais on me le dit. Et on m'a proposé
parce que c'est ça aussi, hein, c'est l'aubaine, hein, l'opportunité. J'ai eu un coup de fil où on m'a proposé de isoler sous ma dalle pour 1 euro. Bah ouais, effectivement, 1 euro, c'est pas cher. Déjà, est-ce qu'on peut isoler raisonnablement et correctement sous une dalle pour 1 euro? Ça, c'est autre chose. Mais imaginons que ce le soit. Hein. Et donc le monsieur ou la dame vont me dire, mais moi, j'y ai droit, ça ne me coûte rien, c'est abondé par mes impôts, par mes subventions, etc. Donc si je ne le fais pas, je ne récupère pas ce qu'on m'a pris. Ok, pourquoi pas. Maintenant, moi, pourquoi pas faire ça? Mais je voudrais que le prix réel soit annoncé au client et que ce ne soit plus la société qui réalise des travaux qui se substitue aux particuliers pour encaisser les certificats d'économie d'énergie, pour encaisser les crédits d'impôt au moment où c'était des crédits d'impôt, pour encaisser la prime fer, etc. Je veux qu'on arrête de déresponsabiliser l'habitant. L'habitant, il doit être responsable. Et il est responsable de l'ordre qu'il donne de faire les travaux, et il est responsable de l'incidence des travaux, de l'incidence à la fois sur son confort, mais sur l'impact climatique et la consommation des ressources. Il doit donc savoir ce que ça coûte, puisque le seul moyen qu'il va avoir d'analyser, c'est combien les travaux auront coûté. Et je ne supporte pas que les gens me disent moi, c'est 1 euro, parce que quelle que soit la performance du truc, même si c'est des pouillèmes qui auront été gagnés, il est évident qu'on va le gagner, l'euro. C'est évident. Mais par contre, si ça coûte 3 000 euros, cette personne-là, elle se chauffe à 1 000 euros par année. Et 3 000 euros pour isoler sous une dalle, c'est pas cher. Hein. Si on fait vraiment le boulot comme il faut, hein, il y a des gaines dans tous les sens, des tuyaux dans tous les sens, c'est plus ou moins accessible, etc. C'est du boulot. Hein. Et il faut utiliser les bons matériaux, on ne nous les donne pas, etc. Bon, bref. Et donc, si cette personne-là, elle chauffe pour, prenons un chiffre, 800 euros à l'année, elle perd par sa dalle, on le sait, c'est chiffré, c'est statistique, on le connaît, 7%. Elle n'a jamais éradiqué à 100% la fuite. Ces 7% en question, d'une dépense de 800 euros, 7 x 8, 56, c'est 56 euros. Et imaginons que les travaux aient permis de faire disparaître 50% de la fuite. Ça sera déjà pas mal. 56 divisé par 2 égale 28 euros. Mais il faut 100 ans pour amortir le truc. Est-ce qu'il faut le faire? Bien sûr que non. Ça n'a pas de sens. Mais sauf que si on dit à la personne, ça vous coûte 1 euro, elle a économisé 28 euros sur une année. Elle est 28 fois gagnante par rapport à sa dépense. Donc, ouais, on déresponsabilise. Donc, il faut que les gens soient remis dans la responsabilité et ça évitera d'avoir un tas d'aigrefins qui sont plus habilités à faire des calculs pour savoir jusqu'où ils peuvent dépenser pour ne pas dépasser ce qu'ils auront encaissé en prime, pour filer un boulot plus ou moins bon, mais où le particulier n'aura pas son mot à dire, puisque de toute façon, ça lui a coûté 1 euro. Donc, monsieur, pour 1 euro, vous n'avez pas ramené votre science quand même. Donc, en fait, c'est le niveau de dépense globale d'énergie et le niveau de dépense globale de travaux. Oui, et le niveau global d'amortissement réel par rapport aux économies que ça va me réaliser. Lorsque on dit aux gens, vous allez isoler vos murs par l'extérieur, très bien. Combien je perds par mes murs? Une maison totalement non isolée, où rien n'a été fait, on sait que les fuites par les murs, statistiquement, c'est toujours des statistiques, hein, mais on ne vit que sur les statistiques de toute façon, hein, c'est 25% des fuites. Donc si, lorsque par le toit, par exemple, j'ai plus de fuites que par les murs, eh bien, si je dois faire des choix, la personne me dit, j'ai tout fait bien, je veux réisoler, j'ai eu le cas, là, 2 fois cette semaine, je veux réisoler mes murs par l'extérieur. Au bas mot, c'est 15 000 euros, avec des matériaux pas terribles, hein, qui vont être incompatibles, par exemple, avec un mur en pierre. Hein, parlons chat, hein, on va être dans la pétrochimie, et on n'a pas de perspirance, et notre mur, il a besoin de perspirance. Donc il faut s'interdire ça. Donc on va aller vers d'autres systèmes, hein, ça va être de la paille, ça va être de la laine de bois, etc., qui sont beaucoup plus vertueux sur le plan du fonctionnement, mais aussi plus chers. Hein. Et donc, toujours pareil, c'est 25% de mes fuites. Si j'ai
500 ou 800 ou même 1000 euros de chauffage à l'année. Hein, et que je vais éradiquer, enfin je vais m'attaquer, je ne vais pas éradiquer, je vais m'attaquer à 25% des fuites. Je chauffe à 1000 euros par année. C'est 250 qui fuient par mes murs. Je vais diviser par 2 les fuites de mes murs. Je vais avoir 125 euros. Ma dépense va être de 15 000 euros. Ça va me prendre plus de 100 ans d'amortissement. Et il ne faut pas le faire. Dans ce cas-là, il vaut mieux isoler le plafond. Et voilà. Parce que là, au niveau des combles perdus ou au niveau du toit, par contre, je n'ai rien qui travaille. Je n'ai pas de chaleur spécifique. Là, dans mon mur, j'ai de la densité, j'ai de la matière, j'ai déjà des choses qui fonctionnent. Dans mon toit, j'ai mes tuiles et mon placo ou mon lambris. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas de masse. J'ai rien. Donc là, je ne peux miser que sur l'isolation. Alors là, mettons le paquet. Et mettons le paquet avec, pour le coup, un isolant à chaleur spécifique élevée pour pouvoir amener de l'amortissement et du déphasage. Puisque je n'ai pas mon mur qui va se substituer à mon isolant. Et donc, travaillons sur les familles d'isolants. Voilà toutes les approches qu'il faudrait avoir. Mais j'ai conscience que là, je suis en train de dire, il n'y a rien de ce qu'on utilise qui est bon. Je n'ai pas la prétention d'avoir été plus malin que les autres. J'ai peut-être un petit peu d'avance, parce que je suis né avant eux, ou parce que j'ai eu la chance de rencontrer cette dame qui m'a dit « Mais monsieur, je ne veux pas de cet isolant que vous me proposez ». Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer un client, monsieur Adam, s'il m'entend, il se reconnaîtra, qui me dise « Mais monsieur Lefrançois, vous ne connaissez pas ça, mais il y a le chanvre ». Moi, le chanvre, ouais, je connaissais, mais pas dans les isolants, ouais. Bon, voilà. Bon, j'ai été consommateur, mais je savais que ça existait, quoi. Et après, ce même client m'a dit j'ai découvert aussi autre chose, parce qu'il était dans des milieux que je ne fréquentais pas. Parce qu'il y a ça aussi, il y a qui on fréquente, qui on ne fréquente pas. Ou celui qu'on ne fréquente pas, pardon. Et il m'a dit, j'ai eu vent d'une isolation avec la ouate de cellulose, c'est fait avec du papier journal recyclé. Et là, je me dis, on met les poubelles dans les toits maintenant. Où va-t-on? Donc, je suis allé voir avec lui. Il m'a dit, on y va voir. Je me souviens, je suis allé avec monsieur Adam à Paris, rencontrer une ingénieure. De mémoire, elle était ou polonaise, ou il me semble qu'elle était polonaise, qui était une pointure dans le chanvre. Et j'ai découvert des horizons. J'ai dit, mais oui, il y a d'autres choses. Donc, j'ai posé de la laine de chanvre, j'ai fait des chapes chanvre chaud, j'ai fait des enduits chanvre chaud, etc. Et monsieur Adam me dit, il y a la ouate de cellulose. Et on est allé voir un chantier à Annecy qui n'avait pas été préparé pour ça. Ça fuyait de partout dans le toit et tout. Oh là là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et heureusement, le technicien qui était là m'a dit, vous savez, le toit n'a pas été préparé pour, donc on est dans de mauvaises conditions, etc. Mais si vous voulez, vous venez sur Suisse, je vous ferai voir des toits qui ont été préparés pour ça, et vous verrez, c'est pas du tout. Et je suis allé, et j'ai visité, et j'ai dit, oh, mais mon Dieu, voilà, il y a autre chose, quoi. Et donc, j'ai découvert ces autres choses. Et on en est toujours là, puisqu'en fait, quand on regarde le plan de rénovation énergétique, oui. Il a été, en gros, la tête de pont... je vois de quoi tu veux me parler. Voilà, a été envoyé, délégué à une grande entreprise. Oui. Qui est spécialisée dans un type de matériau. Oui. Qui a des qualités, mais qui a aussi des défauts. Oui, des limites, on dira, quoi. Voilà, des limites. Et en fait, vu qu'elle, c'est une spécialiste de ce type de matériaux, elle va peut-être pas promouvoir, ou en tout cas informer qu'il existe d'autres types de matériaux qui peuvent être beaucoup plus pertinents dans la situation dans laquelle la personne, le particulier va être, ou l'entreprise, ou le... Oui. Donc effectivement, là, ça fait partie de mes gros coups de gueule. Parce que, à minima, il y a trafic d'influence, pour moi. Parce que le gouvernement, à juste titre, dit il y a des passoires énergétiques. Alors pas à juste titre, il dit des passoires énergétiques. Il devrait dire à juste titre, il y a des habitats inconfortables. Ce qui éviterait d'avoir cette notion de passoire, de fuite, d'isolation, etc. Hein, ça influencerait différemment. Et donc, malgré tout, il y a ces habitats inconfortables. Alors, ça n'est pas supportable, ça n'est pas admissible, ça n'est pas acceptable. Bon, il y a 20 ou 30 ans, on acceptait tout ça parce que c'était dans le standard. Aujourd'hui, on a une croissance qui nous a permis d'arriver à un niveau de confort supérieur et on n'accepte plus ça. Alors, est-ce qu'on a la capacité
environnementale, de ressources, de gestion du climat, de penser qu'on peut tous avoir un confort idéal avec un bouton qu'on tourne et paf, on a 20 degrés ou 19 degrés, une humidité relative, etc. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a, le moins qu'on puisse dire, une inégalité entre certains milieux, certaines personnes qui vivent dans des habitats peu salubres, peu confortables, et d'autres qui vivent dans des situations bien plus confortables et bien plus saines. Donc qu'on aille tirer vers le haut ceux qui sont en bas, c'est bien. Donc éradiquons les habitats inconfortables. Mais ne disons pas que ce sont des passoires énergétiques, parce que c'est déjà orienté. Et effectivement, c'est insupportable pour moi de constater. Alors on va donner les noms, hein, on va appeler un chat un chat. Saint-Gobain, en la personne de Pierre-André de Chalandard, un homme brillant, je ne conteste pas les capacités intellectuelles de cet homme-là, je ne conteste pas ses convictions, je n'ai pas lieu de les contester. En plus, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, jamais discuté avec lui. Il a écrit un bouquin pour dire tout le bien qu'il pensait d'aller vers les systèmes verts, etc., etc., etc. N'en demeure pas moins que, comme tu le dis, le cœur d'activité de cet industriel, parce que c'est un des plus beaux fleurons de l'industrie française au CAC 40, un des 5 leaders mondiaux de la production de verre, etc. Donc c'est pas un nain quand même, quoi. Hein. Mais son cœur de métier, c'est le verre. Et autrefois, c'était de faire des verres, des vitrages, des bouteilles. Et dans les années 60, la laine de verre était très peu usitée. Il faut, pour se situer où ça a vraiment commencé l'isolation, c'est dans les années 60, en Amérique du Nord. Paradoxalement, aujourd'hui, c'est parmi ceux qui isolent le moins, ou en tout cas, à mes yeux, à moi, le moins pertinemment. Mais les leaders de l'isolation en Amérique du Nord, dans les années 60, c'était la Watt. Voilà. La Watt de cellulose, c'était 60% de part de marché. Et petit à petit, les fabricants de verre se sont rendus compte, qui étaient déjà des consortiums énormes, très importants, hein, les fabricants de boîtes de cellulose, c'était des petites unités, des petites entreprises, qui étaient fortement disséminées sur le territoire et concurrentes les unes par rapport aux autres. Donc plus difficile de trouver des angles d'attaque pour développer un grand marché. Ces entreprises du verre ont senti une opportunité, mais on ne peut pas leur en vouloir. C'est le rôle de tout professionnel de sentir l'opportunité. Pierre-André de Chalandard, s'il n'était pas capable de sentir des opportunités pour son entreprise, il ne serait pas le chef de cette entreprise et elle ne serait pas au CAC 40 et elle ne serait pas avec les résultats qu'on lui connaît. Donc voilà, il fait son job. Mais sauf que son job, son cœur de métier, c'est le verre. Et donc effectivement, ils se sont mis à faire de l'isolant en verre, qu'on a appelé la laine de verre. Et la laine de verre, les laines minérales, globalement, verre, roche, c'est, selon les sources, c'est difficile de les connaître, mais 70-75% du marché de l'isolant en France. Donc c'est vraiment monstrueux, enfin monstrueux, énorme, monstrueux, ils ne sont pas des monstres. Ils sont de très belles et grandes entreprises qui couvrent une énorme partie du marché. Et prendre cette entreprise pour lui donner le leadership d'un plan d'éradication de bâtiments inconfortables ou insalubres, c'est forcément donner les clés du camion à quelqu'un qui va avoir tendance à transporter dans le camion ce qui l'intéresse. C'est humain. C'est humain. Et ce qui l'intéresse, bah oui, c'est les autres isolants. Alors effectivement, ils font aussi du polystyrène, du polyuréthane, ils font aussi de la laine de roche, ils se sont intéressés aussi à la laine de bois, ils s'intéressent à tout un tas d'autres choses. N'en demeure pas moins que quand moi je regarde leur bilan, l'immense majorité de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices, c'est lié à leur cœur de métier qui est le verre. Et donc forcément, il y a un biais. Il y a un biais. Et les laines de verre qui sont des matériaux d'excellents isolants.
Mais moi, je ne vais pas dire que c'est un mauvais isolant, sûrement pas. C'est un excellent isolant. Quand on a un lambda qui se situe à 0,030 pour les meilleures laines de verre, pour les gens qui savent ce que c'est qu'un lambda, c'est exceptionnel. Une ouate de cellulose, une laine de bois, c'est 0,036, 37, 38, 40, sachant que plus c'est bas, mieux c'est. Et que les meilleurs isolants que l'on connaisse aujourd'hui, en dehors du vide qu'on génère, mais qui génère d'autres soucis, hein. Mais ce sont les polyuréthanes, on est à 0,023. Donc la différence entre un 0,023 pour un polyuréthane, un 0,040 pour une ouate de cellulose, qui est ce que j'ai le plus mis en œuvre, si on s'en tient au lambda, plus c'est faible, mieux c'est, un polyuréthane est infiniment meilleur qu'une ouate de cellulose. Et comme la laine de verre n'a pas de chaleur spécifique intéressante, elle en a une, mais je vous disais tout à l'heure, c'est 850 joules par kilo pour un Kelvin, quand du bois, c'est 2000. Donc c'est infiniment moins bon. Une ouate de cellulose, une laine de verre dans des comptes, c'est 12 à 14 kg par mètre cube. Une ouate de cellulose, c'est 28 à 30 kg par mètre cube. Une laine de bois, c'est 35 à 40 kg par mètre cube. Donc on a plus de chaleur spécifique, on a plus de densité, on a donc plus de capacité au-delà du lambda à amener du confort. Si je suis Saint-Gobain, si je suis Pierre-André de Chalandard, je ne suis ni l'un ni l'autre, mais qu'on me confie les clés du camion, avec toute l'honnêteté que je peux avoir, je dois des comptes à mes investisseurs. Je dois des comptes aux banques avec qui je travaille. Je dois des comptes à mes commissaires aux comptes, à mes rapporteurs, etc. Donc je me dois, et si je ne favorise pas à minima un peu la laine de verre, on va me dire, mais pourquoi vous avez accepté cette charge de travail qui est venue en sus de votre activité de PDG de Saint-Gobain, qui est au CAC 40, qui vous occupe déjà à plein temps, et vous venez en plus prendre une activité qui ne rapporte même pas au groupe. Donc, quelque part, vous desservez le groupe en acceptant cette activité-là. Donc, à minima, glisser un petit peu, savonner un peu la planche de 2 ou 3 autres, quoi. Donc, voilà, c'est humain, c'est comme ça. Il faudrait une intégrité, mais au-delà de ce qui est imaginable, je veux dire. Oui, je suis très gêné, c'est le moins qu'on puisse dire, que les clés du camion aient été confiées à un industriel, et il n'est pas le seul. Dedans, il y a Engie, il y a Total, et donc on confie l'éradication d'un problème à des gens qui sont partie prenante dedans. Engie, c'est un pourvoyeur d'énergie. Total, c'est un producteur d'énergie. On a mis dans la tête des gens qu'il faut isoler pour être bien chez soi. Et on a la démonstration avec Trémy que isoler ne permet pas d'arriver au résultat qu'il faudrait. Donc on le sait, on le sait. Et on continue dans le même système. Donc non, à un moment donné, il faut changer les choses. Merci Claude, merci. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à... On a beaucoup abordé de sujets. On a beaucoup abordé de sujets, il faudrait les développer. Alors oui, j'ai d'autres choses que je voudrais aborder, c'est l'envie. Mais en 30 secondes, pour autant que ce soit possible de ma part, j'ai l'envie d'apporter mon eau au moulin pour favoriser l'émergence des solutions que je préconise. Parce que j'ai fait le constat de la différence, de ce que j'apportais aux gens, du bonheur que j'apportais aux gens. Et au-delà de ce bonheur dans leur confort, je sais aussi à quel point je vais limiter l'impact climatique et l'impact de consommation de ressources. Et donc, je me mets sur les rangs pour donner la possibilité à d'autres professionnels de porter cette parole-là. Je ne vais pas prétendre que c'est la bonne parole, ce serait prétentieux, mais je prétends que c'est une parole différente et qu'elle a, à minima, au moins autant de vertus que l'autre, et dans mon intime conviction, beaucoup plus de vertus que l'autre.
Merci Claude, à bientôt alors. À bientôt Geoffrey. Eh ben on va les manger, hein.